Les informulés d'une rhétorique sexiste par Mona Chollet. Souligner la respectabilité de l'accusé, l'importance du personnage, l'étendue de son pouvoir, ses innombrables qualités, et lui chercher toutes les excuses possibles. Entourer la victime d'un soupçon systématique, l'accabler de reproches, lui prêter des intentions machiavéliques. Dès l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn, on a vu ressurgir, en France, les réflexes et les grilles de lecture archaïques qui dominent invariablement dans ce genre de mise en cause. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à New York le samedi 14 mai, mais nous savons ce qui se passe en France depuis une semaine, dit la pétition lancée le 21 mai par les associations Oser le féminisme, La Barbe et Parole de femmes. Comme lors de l'arrestation en Suisse, à l'automne 2009, du cinéaste Roman Polanski, recherché par la justice américaine pour le viol d'une adolescente en 1977, un paramètre semble se dérober avec une remarquable constance à l'entendement des commentateurs, celui du consentement féminin. On entend parler à nouveau d'affaires de mœurs. L'épouse de Strauss-Kahn, Anne Sinclair, est assimilée à une femme trompée. François, 19 mai 2011. Le thème du puritanisme américain, quoique résolument hors sujet s'agissant d'une accusation de viol, fait son grand retour. L'homme de Washington est rattrapé au sein même du FMI par cette fameuse culture anglo-saxonne qu'en France on tient parfois pour de la pudibonderie. Analyse de Nouvel Observateur le 18 mai. Le député socialiste Jean-Marie Le Guen met en garde contre toute contamination. Il invoque l'esprit des Lumières et l'exemple des libertins qui ont lié étroitement la liberté politique, économique et celle de mœurs, ce qui a permis la paix et l'émancipation des individus. Le Monde, le 21 mai. Si la question du consentement n'était pas ainsi éludée, le débat fleuve dans lequel se sont lancés les médias sur le thème « Fallait-il évoquer les rumeurs qui circulaient ?» aurait été tranché assez vite, ou n'aurait même pas été entamé. Il a donné aux journalistes l'occasion de réitérer toute l'horreur que leur inspire l'idée de tomber dans la presse de caniveau, en évoquant la vie privée ou les infidélités des hommes politiques. Nicolas Demorand offre sa poitrine aux flèches de la persécution le 18 mai 2011, quitte à ramer à contre-courant de l'époque et contrairement aux injonctions entendues ici et là, Libération continuera, premier principe, à respecter la vie privée des hommes et des femmes politiques. Le Canard enchaîné clame le même jour que pour lui l'information s'arrête toujours à la porte de la chambre à coucher. Or, dans le cas de DSK, les rumeurs n'évoquaient pas un simple séducteur, même compulsif, mais un homme lourd ou insistant, c'est-à-dire incapable d'entendre un refus et d'en prendre acte. Cette attitude créait autour de lui un climat qui débordait largement le cadre de la vie privée. Les journalistes de sexe féminin redoutaient ou refusaient d'aller l'interviewer. Au FMI, la consigne était de ne jamais laisser une femme seule dans son bureau. Le Nouvel Observateur, 19 mai. Certaines de ses consoeurs en politique devaient elles aussi veiller, comme en a témoigné Aurélie Filippetti, à ne pas se retrouver seule avec lui dans un endroit fermé. Mais face au droit à la vie privée des hommes politiques, que vaut le droit des femmes à évoluer dans un environnement où elles ne sont pas réduites au statut d'objet sexuel dépourvu de libre arbitre? Donc, ce qui nous est dit dans ce texte, dans ce paragraphe, c'est que Nicolas Demorand, qui est tous les matins sur France Inter, radio la plus écoutée de France, à la tête de la matinale, en 2011, lors de l'affaire DSK, indiquait préférer respecter la vie privée d'un homme politique, pour ne pas dire un suspect dans une affaire de viol, plutôt que de faire son travail de journaliste et d'informer les Françaises et les Français du fait qu'un candidat à la présidentielle était un violeur, potentiellement un violeur, un violeur en tout cas présumé. Donc retournons au texte. Est-ce qu'une journaliste qui, par exemple, interviewant DSK et l'ayant trouvé un peu lourd dans sa façon de tenter sa chance, aurait dû dire à ses lecteurs
DSK m'a dragué ? Poser la question dans un pays latin, c'est y répondre. Non, bien sûr. Décret de l'éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand, le 18 mai. Il est seulement regrettable que le charme latin passe si mal les frontières. Est-ce que certaines femelles autochtones elles-mêmes y demeurent insensibles ? En 2000, la journaliste du Monde Sylvie Kerviel avait jugé digne d'intérêt de raconter le déroulement de son entretien avec Bruno Gassio, l'un des auteurs des Guignols de l'info de Canal+. Il pose son index juste entre mes seins et me dit « Je peux t'apprendre des positions que tu ne connais pas. » Car dans son infini raffinement, le French lover est volontiers contorsionniste. Le corps féminin est un objet public. Dans le cas de l'affaire Polanski, Alain Finkielkraut avait souligné sur France Inter le 9 octobre 2009 que la victime n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits. Comme si une jeune fille pubère ou une femme adulte ne pouvait pas faire l'objet d'un viol. S'entendant rappeler l'âge de la victime, 13 ans, le cinéaste Costa Gravas, pour sa part, avait eu ce cri du cœur « Mais elle en fait 25 !» L'indifférence à la réciprocité du désir traduit la conviction généralisée qu'une femme, avant d'être un individu doté d'une subjectivité, est un corps offert au regard, au jugement esthétique, à la convoitise. Pour elle, pas de droit à la vie privée. L'accusatrice de DSK est ainsi ramenée au cliché érotique dépersonnalisant de la soubrette. L'ancien journaliste Jean-François Kahn s'est illustré en parlant de troussage de domestiques. France Culture, le 16 mai. On attend la photo de Nafissatou Diallo avec fébrilité. RMC, 16 mai, croit savoir que les avocats de l'accusé auraient été surpris lors de la comparution de voir arriver une jeune femme très peu séduisante. Tandis que le Parisien du même jour rapporte qu'elle a de gros seins et de jolies fesses. L'une ou l'autre hypothèse étant susceptible de la décrédibiliser. On retrouve cette distinction sexiste entre les femmes baisables et les autres, qui n'auraient pas l'honneur d'éveiller les instincts du prédateur, dans le fameux billet de l'humoriste Stéphane Guillon sur Dominique Strauss-Kahn, en février 2009 sur France Inter, ou encore dans un sketch des Guignols de l'info sur l'affaire de New York le 16 mai. Dès lors qu'un corps féminin est par définition un objet public, existant avant tout pour autrui, la gravité d'un viol, l'infraction qu'il représente, ont du mal à s'imposer dans les esprits. D'autant plus lorsque la victime exerce un métier lié à ce statut féminin, mannequin, prostituée. Alors, notant que prostituée, c'est pas un métier, c'est de l'exploitation sexuelle. Parce que là, dire que prostituée c'est un métier, c'est comme dire qu'esclave c'est un métier, ça n'a pas de sens. Prostituée, c'est du viol tarifé voilà. Finkielkraut, on revient au texte. Finkielkraut avait insisté sur le fait que la jeune fille dont Roman Polanski avait abusé était une adolescente qui posait dénudée pour Vogue Homme, comme si cela changeait quelque chose. Dans l'affaire Strauss-Kahn, l'ancien ministre de la Culture socialiste Jacques Lang a choqué en estimant qu'il n'y avait pas mort d'homme, sur France 2 le 16 mai. Pour entendre parler de droit de cuissage, dans un éditorial, il faut lire Le Quotidien d'Oran. Dans un curieux renversement des rôles, les agresseurs avérés ou présumés sont présentés comme de petites choses sans défense à qui on aurait tendu un traquenard. Roman Polanski avait été pris au piège lors de son arrestation en Suisse, selon le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. C'est assez amusant de lire pris au piège, puisque c'est justement ce qu'il a fait à sa victime, de la prendre au piège en la droguant, en la mettant sous emprise avant de la violer. Revenons au texte. Le Nouvel Observateur, le 1er octobre 2009, sous le titre « Qui en veut à Roman Polanski ?» résumait ainsi les faits. La mère, une actrice en mal de rôle, a laissé volontairement sa fille seule avec Polanski pour une série de photos. Le cinéaste, qui a la réputation d'aimer les jeunes filles,
ne résiste pas. Costa Gravas dépeint le milieu corrupteur dans lequel le pauvre homme était plongé. À Hollywood, les metteurs en scène, les producteurs sont entourés de très beaux jeunes hommes, de très belles jeunes femmes qui sont grands, blonds, bien bronzés et prêts à tout. On en frémit pour eux. De même, Christine Boutin, ancienne ministre du Logement, pense qu'on a tendu un piège à Dominique Strauss-Kahn et qu'il y est tombé. Donc là, on a un phénomène qui est assez récurrent lorsqu'un homme commet n'importe quelle faute ou quel crime ou quel délit, c'est de trouver la culpabilité de la femme qui se trouve derrière ce crime ou ce délit de l'homme. Donc on appelle ça trouver la femme, quelque chose qu'on fait beaucoup en psychanalyse. Et là on voit que pour les crimes, alors il y a eu pareil durant l'affaire Michael Jackson, si vous avez vu ce documentaire sur la pédocriminalité de Michael Jackson, on cherche toujours la faute des mères. Donc les pères sont curieusement absents ou réticents, bien évidemment, à mettre leur fille en danger. Mais étonnamment, les mères seraient des instigatrices des viols de leurs filles. Et le prédateur sexuel, lui, n'y est pour rien. On le tend à piège. Et un peu plus tôt, dans le paragraphe, on nous parle du physique de Nafissatou Diallo, le fait qu'elle ne serait pas séduisante irait dans sa défaveur dans le fait de dénoncer un crime duquel elle aurait été victime, qui laisse penser que le viol serait quelque chose auquel l'homme ne pourrait pas résister en raison de la beauté des femmes ou du fait qu'elles soient qu'elles le mettent en situation d'être tentées, alors que le viol n'a rien à voir avec ça, n'a rien à voir avec le physique d'une femme, avec son attitude provocante ou pas. Le viol, c'est un acte de domination. Alors, si on retourne au texte, empathie à géométrie variable. Spontanément, c'est à l'accusé qu'on s'identifie. Durant la courte détention de DSK au pénitencier de Riker Island, le mensuel Capital explique sur son site la procédure à suivre pour lui faire un don et l'aider ainsi à cantiner. On scrute sa physiologie, sa psychologie, discutant l'hypothèse d'un acte manqué. Le psychiatre Serge Eiffel, dans Le Monde, 19 mai, identifie chez lui une ambivalence fondamentale entre la volonté de construire, d'aimer, de devenir, et celle plus sournoise de renouer avec le pulsionnel, l'infantile, l'inanimé. A l'inverse, la psychologie de la victime est traitée avec une totale désinvolture. On soupçonne Nafissatou Diallo de rechercher la notoriété, comme s'il y avait quoi que ce soit d'enviable dans son sort, alors que les avocats de celui qu'elle accuse, réputés pour avoir toujours tiré d'affaire leurs clients célèbres, s'apprêtent à ruiner sa vie pour exhumer chaque détail de son passé susceptible d'être tenu contre elle. Les défenseurs de Roman Polanski, le plus ardent étant déjà Bernard-Henri Lévy, allaient répétant que la victime elle-même demandait l'abandon des poursuites. Finkielkraut, la plaignante qui a retiré sa plainte, qui n'a jamais voulu de procès public, qui a obtenu réparation. Or, cette demande ne traduisait rien d'autre que l'épuisement de Samantha Gamer face à ce genre de notoriété, justement. Ça n'empêche pas les amis de DS4 de pratiquer le même genre de ventriloquie avec Piroska Nagy, l'économiste hongroise qui a une liaison avec au FMI. Il a été blanchi de l'accusation d'avoir abusé de sa position dans cette affaire, rappelle-t-il. Sa subordonnée avait pourtant écrit dans une lettre aux enquêteurs « Je n'étais pas préparée aux avances du directeur général du FMI. J'avais le sentiment que j'étais perdante si j'acceptais,
et perdante si je refusais. Je crains que cet homme n'ait un problème qui peut-être le rende peu apte à diriger une organisation où travailleraient des femmes. Un témoignage brut de passion brûlante, comme on voit. Là, il y a quelque chose d'important à retirer de ce paragraphe. C'est à quel point les hommes ont utilisé les femmes contre elles-mêmes, faire de la division entre opprimés. Et là, on voit que dans l'affaire Polanski, soit de la division entre opprimés lorsqu'ils vont utiliser une autre femme pour s'attaquer à une première, ou là, pour s'attaquer, ils vont utiliser la femme pour aller à l'encontre de son intérêt et de l'intérêt des autres femmes qui pourraient être victimes de viol. Donc là, on nous explique que la victime de Roman Polanski a elle-même arrêté sa plainte et que donc ça serait un argument pour arrêter les poursuites envers le pédocriminel. Et de la même manière, on utilise le libre choix qu'auraient les femmes mises en situation de prostitution par des hommes, d'exercer un métier que serait la prostitution, pour nous dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas faire une critique de cette exploitation sexuelle sans s'en prendre aux femmes qui auraient librement choisi de la pratiquer. Dans les deux cas, c'est nier totalement la situation d'emprise dans laquelle se trouvent ces femmes, d'épuisement, de précarité, qui les pousse à faire ces choix. Et c'est donner, du coup, libre droit, légitimité à des hommes d'utiliser le corps de ces femmes. Donc on se cache derrière la liberté qu'auraient ces femmes de disposer librement de leur corps, pour dire qu'en réalité, les hommes devraient être libres de disposer du corps de ces femmes. Et voilà, et là on voit le parallèle entre... le parallèle dans ce paragraphe où on nous explique que puisque la victime a retiré sa plainte, alors ça signifie que l'agresseur ne devrait pas être poursuivi. Personne ne semble avoir entendu parler de la difficulté des victimes d'agressions sexuelles à porter plainte, pourtant prise en compte par le législateur à travers le délai de prescription. Tristan Banon, la journaliste française qui accuse elle aussi DSK d'avoir tenté de la violer, dit avoir renoncé pour ne pas rester à vie celle qui a un problème avec un homme politique. Et parce que, ironie, elle ne voulait pas qu'on la soupçonne d'avoir voulu se faire de la pub. En outre, sa mère l'en avait dissuadée. Les deux familles étaient liées. Le canard enchaîné ne voit rien de problématique dans les raisons simples qui ont motivé sa décision, la peur du tsunami médiatique ainsi que sa grande amitié pour la marraine, la deuxième épouse de DSK, et pour Camille, la fille de celui qu'elle accuse de l'avoir agressée. Pour l'hebdomadaire, la victime concernée et sa famille réclamaient le silence au nom du respect de sa vie privée. Tout était dit. Les victimes n'osent pas demander justice quand l'agresseur est un homme puissant ou célèbre, ou quand il s'agit d'un membre de leur entourage, c'est-à-dire dans 85% des cas. Mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Puisqu'une femme n'est pas censée se formaliser pour si peu, seule la vénalité peut la pousser à aller au procès. Faisant allusion à Tristan Banon, Bernard-Henri Lévy parle de cette autre femme qui s'est tue pendant 8 ans, mais qui, sentant l'aubaine, ressort son vieux dossier et vient le vendre sur les plateaux de télé. Un étalage de misogynie qui figure sur le site de sa revue, sous un bandeau appelant à sauver Sakineh Astiani, menacée de lapidation en Iran. Sous-judiciarisation du viol dans les milieux aisés. La représentation que les défenseurs de Dominique Strauss-Kahn se font d'un violeur est d'une touchante ingénuité. Je ne pense pas qu'il soit en réalité ingénu. Je pense que c'est de l'ironie de la part de l'autrice.
Revenons au texte. Alors qu'il suffit de s'être intéressé 5 minutes aux violences sexuelles au cours de sa vie pour savoir qu'il n'y a pas de profil type, son biographe, Michel Thoman, assure qu'il n'a pas les caractéristiques d'un violeur et qu'on ne l'imagine pas en bête sauvage. Roman Polanski, s'était auparavant indigné Finkielkraut, n'est pas le violeur de l'Essonne. Alors effectivement, on ne l'imagine pas en bête sauvage, mais ce ne sont pas les bêtes sauvages qui violent les femmes humaines, hein, ce sont les hommes. Or, les violeurs, comme les auteurs de violences conjugales, appartiennent à toutes les classes sociales. Ils sont seulement moins souvent traduits en justice lorsqu'ils appartiennent aux classes supérieures. Le sociologue Laurent Muccelli l'explique par 2 mécanismes. Le premier, c'est un phénomène de sous-judiciarisation des faits au sein d'un milieu aisé, qui dispose de relations de pouvoir, d'argent, de bons avocats, de moyens de pression pour prévenir la divulgation des faits, et le cas échéant pour se prémunir face à l'action de la police et de la justice et tenter de conserver, malgré les crimes, leur position et leur réputation. Le second mécanisme est l'attention particulière qui est au contraire portée en permanence aux populations défavorisées par les services médico-sociaux, les services éducatifs, la police et la justice, ce qui conduit à une plus forte détection des faits illicites commis en leur sein. On voit ressurgir l'argument selon lequel un homme puissant et célèbre subirait une double peine lorsque la justice ne lui réserve pas un traitement de faveur. Manière plus ou moins déguisée de réclamer, précisément, ce traitement de faveur au nom du statut social de l'accusé, Roman Polanski, est un grand artiste. Dominique Strauss-Kahn, sorte de Superman français, s'apprête à sauver tout à la fois la Grèce et l'euro. L'ancien ministre de la Justice, Robert Badinter, s'étrangle à l'idée que le directeur du FMI soit ravalé délibérément au rang de dealer. Alors, il n'est pas ravalé au rang de dealer, il est ravalé au rang de violeur, ce qu'il est. Voilà. Enfin, présumément. France Inter, le 17 mai. Manière de suggérer que la justice, c'est pour les pauvres. Chez des personnages d'ordinaire si prompts à en accuser leur adversaire politique, c'est un déchaînement de complotisme et d'anti-américanisme. J'en veux à un système judiciaire que l'on appelle pudiquement accusatoire, pour dire que n'importe quel quidam peut venir accuser n'importe quel autre de n'importe quel crime, écrit BHL dans son billet. Un scandale, en effet. Sur le site du Nouvel Observateur, le 17 mai, Jean Daniel en arrive à la conclusion que le peuple américain et nous n'appartenons pas à la même civilisation. Dans l'affaire Polanski, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, avait vu une manifestation de l'Amérique qui fait peur. Quant à l'argument selon lequel Dominique Strauss-Kahn aurait beaucoup plus à perdre qu'un justiciable ordinaire, il laisse sans voix. Le cinéaste Patrick Jean a filmé dans La raison du plus fort, 2003, la façon dont la justice d'abattage en France broie tous les jours des vies, parfois innocentes, sans que quiconque ne s'en émeuve, et a réalisé en 2009 un documentaire sur le sexisme, la domination masculine. Il est donc doublement bien placé pour remettre les choses en perspective. Difficile après cette expérience de s'apitoyer sur un homme hautement soupçonné de viol et qui peut encore se payer les meilleurs avocats de la planète.